Monsieur le président délégué de la métropole de Nice, cher Louis Nègre, Madame la ministre, chère Jacqueline Gouraud, Madame la secrétaire d'État, chère Emmanuelle Vargon, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le président délégué du MEDEF, Madame la secrétaire générale de la préfecture et les représentants de l'État, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des services, Mesdames et Messieurs, chers amis, je souhaite à mon tour vous féliciter pour votre présence ici en très grand nombre à cette convention nationale de la DCF organisée dans cette magnifique ville de Nice, tout proche de Cagnes-sur-Mer. Pour la première fois, Monsieur le président délégué de la métropole, cher Louis, je tiens à te remercier triplement. D'une part, pour avoir accepté d'intervertir ton intervention avec celle de Christian Estrosi, qui sera parmi nous cet après-midi. En second lieu, pour nous accueillir ici, dans cette splendide métropole, à la fois méditerranéenne et alpine, baignée de soleil, de mer, mais aussi de nature et de neige bientôt. Alors nous admirons depuis hier la beauté des lieux et la qualité des équipements ici que porte la métropole. Mes troisième remerciements s'adressent à toi personnellement, cher Louis, en tant que président du GART, tu l'as souligné à l'instant, l'un des principaux partenaires de la DCF. Nos deux associations ont créé à Paris le pôle Joubert, on aime à l'appeler comme ça, un plateau commun où sont réunis une quinzaine de fédérations et d'instituts qui œuvrent au service de nos territoires. France Urbaine, aux agences d'urbanisme de notre association des directrices et directeurs généraux, la DGCF, que je salue ici avec le président Fourtoul et toutes les équipes, la Fédération des SCOT, la Fédération des pays et des pôles d'équilibre ruraux, enfin un tas d'associations qui œuvrent finalement pour être la grande association des territoires. Alors il y a une indéfectible amitié entre le GART et la DCF. Je voulais, cher Louis, te le dire ici, publiquement, sur ton territoire. Nous sommes réellement heureux de nous réunir à Nice, car outre la qualité de l'accueil, la DCF n'avait jamais organisé son congrès dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors aujourd'hui, on dit le Sud, on dit plus PACA, j'ai compris. Certes, nous y organisons régulièrement des rencontres régionales de nos adhérents, comme récemment à Manosque ou au Sorgue du Comtat, mais notre convention nationale n'était jamais venue ni au pays de Mistral et de Giono, ni dans la cité natale de Masséna et Garibaldi. Alors c'est fait et nous nous en réjouissons collectivement. La DCF souhaite son 30e anniversaire. C'est pour ça que mes propos seront peut-être un petit peu plus longs que d'habitude, vous m'en excuserez. C'est l'âge de la vigueur, de la pleine vigueur. Ce congrès doit en être l'image. Nous avons commémoré nos 30 ans il y a quelques mois à l'hôtel de l'Assay, à l'invitation du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Tous les anciens présidents de notre association étaient de la fête, notamment le premier d'entre eux, notre fondateur, Marc Sancy. Plusieurs ministres également, dont vous-même, chère Jacqueline Gouraud. Mais aussi Jean-Pierre Chevènement, le père de la loi de 99 qui a si puissamment accéléré la réorganisation de nos territoires. Alors je vous rassure, je ne vais pas me lancer ici dans une longue narration historique. Néanmoins, situer notre congrès dans le temps long pour prendre un peu de recul avec l'actualité immédiate et les agitations du moment. Le poète René Char, qui est né et a vécu à l'Isle-sur-Sorgue près d'Avignon et qui a combattu dans les maquis de Haute-Provence, pas très loin d'ici, avait une très belle formule. Je la cite. L'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant. Alors faisons nôtre cette formule pour nos 2 jours. Allons à l'essentiel et ne nous laissons pas contaminer par l'insignifiant. L'essentiel, c'est ce qui a été construit en 30 ans depuis la création de notre association et en 20 ans depuis la loi Chevènement ou en 10 ans depuis le rapport du comité Balladur. Nous avons désormais organisé l'ensemble de nos territoires et diffusé la culture du projet qui fait partie de ce que nous aimons appeler à la DCF notre ADN. Nous avons renforcé nos compétences et nos équipes sur de nombreux dossiers stratégiques, le développement économique, l'urbanisme, l'environnement, les transports. Nous avons accru nos solidarités financières et fiscales en réduisant par 5 les disparités entre communes. Alors je voudrais que nous soyons fiers, collectivement fiers, et même très fiers de ce parcours accompli en 30 ans. Nos mandats vont s'achever dans quelques mois. Alors nous aurions pu consacrer 2 jours à l'exercice du bilan, à regarder dans le rétroviseur, à voir ce qui a été bien fait
et ce qu'il a été moins. Mais notre choix ici a été et est de se tourner vers l'avenir, de préparer les prochaines échéances et les défis qui s'annoncent. Je voudrais malgré tout dire juste un mot sur le passé récent. Les mandats 2014-2020 auront été ceux des vastes réorganisations territoriales, des baisses brutales de dotation, de la remise à jour de nos documents stratégiques, de l'optimisation de nos dépenses. Ils auront été éprouvants, parfois peu gratifiants. Malgré tout, ils laissent à l'immense majorité d'entre nous le sentiment du travail accompli. Le temps n'a pas été compté, l'énergie des élus et de nos collaborateurs non plus, y compris les collaborateurs de la DCF, je peux vous le dire, et je pense qu'on peut les saluer à cet instant. Je veux donc rendre hommage à tous ceux qui auront été les chevilles ouvrières de ces réorganisations. Je pense notamment à celles et ceux qui ont d'ores et déjà décidé de transmettre à d'autres les responsabilités publiques locales. Au sein même de notre bureau et de notre conseil d'administration, plusieurs d'entre nous ont fait ce choix. Je ne vais pas tous les citer, mais je pense à notre président délégué, Loïc Corret, à Joe Spiegel, Frédéric Sanchez, Emmanuel Coué. Leur ultime mandat n'aura pas été un long fleuve tranquille, mais ils peuvent se retirer avec le sentiment du devoir accompli et ils laissent à leurs successeurs un très bel héritage. En notre nom collectif, je tiens à les saluer et à les féliciter. Je crois qu'on peut également les applaudir. Alors, la DCF, vous le savez, ce n'est pas une association qui joue dans le registre du lamento et du cœur des pleureuses. Il y a d'autres congrès pour cela, bientôt. Notre association existe depuis ses origines, vous le savez, pour porter des transformations et affirmer des valeurs, pas pour défendre des corporatismes ou des positions acquises. Nous voulons être en mouvement, nous projeter vers l'avant, ne jamais jouer en défensif. Alors l'intercommunalité reçoit à nouveau quelques coups de griffe. Nous le sentions venir déjà l'an dernier. Mais chaque étape nouvelle de l'intercommunalité a forcément des contre-coups. Nous savons qu'elle dérange, elle bouscule des habitudes et des petits pouvoirs, elle émancipe des tutelles et des vieux systèmes. À chaque approche des élections municipales et sénatoriales, certains s'imaginent qu'il est encore payant de s'en prendre aux intercommunalités, de les caricaturer en affreuses cannibales de communes ou en cause première du blues des maires. Tout cela est vain, futile, irresponsable, je crois qu'on peut le dire collectivement ici. Merci. Notre vérité n'est pas celle-là. Notre vérité est que l'intercommunalité a permis de préserver nos communes, qu'elle démultiplie leurs capacités d'action, qu'elle permet de concrétiser la décentralisation, qu'elle apporte partout des ingénieries qui se sont étiolées à toute vitesse dans les services de l'État notamment. Je ne connais pas en France de territoire qui aille bien sans une intercommunalité qui soit bien organisée, qui soit forte. Toutes fonctionnent-elles bien pour autant? Eh bien non. Eh bien notre but ici, c'est d'y parvenir. Voilà notre job et voilà un début de la feuille de route pour les prochains mandats. Alors il nous reste à perfectionner, améliorer, approfondir. Nous y sommes et nous nous y sommes engagés l'an passé. Nous avons depuis conduit un important travail d'enquête, d'études, de valorisation des bonnes pratiques sur les questions de gouvernance, d'implication des maires, des élus municipaux. Nous avons inspiré les pactes de gouvernance, comme Louis Nègre en parlait tout à l'heure, que le projet de loi Engagement et proximité, actuellement en débat, propose de généraliser au début des prochains mandats. Nous y sommes prêts. C'est cet exercice qui doit nous permettre d'engager nos prochains mandats dans la confiance et le respect des uns et des autres. En revanche, nous avons expliqué à plusieurs reprises que nous sommes radicalement opposés à ce qui s'ouvre un nouveau cycle de débat sans fin sur les compétences ou les périmètres. Notre demande de stabilité avait été entendue en 2016-2017. Le chef de l'État s'y était lui-même engagé dès la première conférence nationale des territoires. Nous rappelons aujourd'hui le gouvernement et le Parlement à cet engagement, mesdames les ministres. La véritable attente des élus en France, c'est la stabilité. Nos irritants à nous, c'est que l'on modifie sans cesse les règles du jeu, que l'on détricote les textes comme Pénélope, le manteau d'Ulysse, que l'on fasse 2 pas en avant puis 1 pas en arrière. Stop à cette théorie du yo-yo, s'il vous plaît. La DCF a
d'ores et déjà rencontré les députés pour expliquer ce qui ne va pas après l'examen du projet de loi au Sénat. Ce texte doit demeurer centré sur son objectif initial, faciliter l'engagement dans la vie publique locale. Pense-t-on sérieusement que cet engagement sera motivé par le projet de tout déconstruire ? Ce ne sont plus les supposés irritants de la loi NOTRe qui sont visés, mais carrément 20 ans de coopération intercommunale. Alors il faut dire stop. À quelques mois des prochaines élechéances électorales, les futurs candidats, mais aussi les électeurs, doivent savoir dans quelle intercommunalité sera leur commune au cours du prochain mandat et quelles en seront les compétences. Il faut le savoir maintenant. Je rappelle qu'il faudra aussi, dès 2021, transférer de nouvelles recettes fiscales au profit des communes et de leur intercommunalité. Et ce n'est pas en de tels moments que l'on doit faire croire que tout va et que tout peut changer. Nous savions que le projet de loi et la manière de l'annoncer risquaient d'ouvrir une boîte de Pandore pour tous les amendements de circonstance. Eh bien, ça n'a pas manqué. Le texte comprenait une trentaine d'articles, ça allait bien. Il en comprend aujourd'hui plus de 100. 32 dispositions concernent l'intercommunalité. Stop à l'inflation, il est temps de fixer des lignes jaunes claires. Notre Assemblée générale a pris une résolution solennelle hier soir en ce sens. Nous disons en substance feu vert pour les pactes de gouvernance, mais feu rouge pour tout ce qui touche aux compétences ou aux modifications de périmètre. Alors nous proposerons dès la semaine prochaine à tous les présidents des intercommunalités de France d'adopter une résolution nationale qui sera adressée à tous les parlementaires et au gouvernement. C'est notre décision collective d'hier. Alors, nous l'avions déjà expliqué lors de nos congrès précédents, notre priorité est désormais consacrée à nos projets de territoire et à nos politiques publiques. Depuis notre dernier congrès, un événement majeur a eu lieu, une crise sociale et territoriale majeure qui ne fait en fait éteinte qu'en surface. Le grand débat a permis d'apaiser un peu les choses, mais il ne faut pas s'aveugler. Notre pays est inquiet, tendu, enclin au pessimisme. L'actualité internationale, la crise climatique et écologique, l'environnement économique n'invitent pas, il est vrai, à l'exaltation. Mais c'est justement parce que nous entrons dans une période d'incertitude qu'il est indispensable de retrouver de la sérénité et de la capacité d'agir collectivement, de reprendre possession de notre destin. Je crois qu'il y a une grande attente dans ce sens. Alors nous avons placé ce 30e congrès sous le thème « Le temps des territoires ». Et je crois que cette thématique trouve tout son sens aujourd'hui, à cet instant. Et j'y vois deux raisons. L'une est liée au sentiment de plus en plus partagé qu'il faut penser global et agir local. Alors la formule n'est pas de moi. Elle date même du XIXe siècle. Elle était inscrite sur le fronton à Montpellier de la maison d'un grand urbanisme d'origine écossaise. Elle reste plus vraie que jamais. Nous sentons partout autour de nous une aspiration à relocaliser les sujets, notre alimentation, notre industrie, nos productions énergétiques. Il y a une demande à retrouver du collectif, de l'entraide, de l'échange. Or, c'est bien dans nos territoires, dans nos communes, dans nos intercommunalités, dans nos bassins de vie que cela est possible. L'autre temps de cette thématique du temps des territoires, c'est aussi pour nous l'arrivée à une certaine forme de maturité et de force tranquille. Pour qu'un espace donné se mue en territoire, il faut qu'une organisation collective lui donne forme, qu'elle l'institue en une capacité d'action. C'est ça l'intercommunalité, j'en suis convaincu, et c'est elle qui donne ce visage nouveau à nos territoires et qui les met en mouvement. Nos projets de territoire prennent une forme et une importance nouvelles dans ce contexte. Ils nous aident à fédérer et à rassembler, les élus en premier lieu, il y en a besoin, mais aussi nos partenaires, le monde associatif, les acteurs économiques, les institutions locales et surtout les habitants. Nos projets de territoire sont des réducteurs d'incertitude. Ils donnent de la visibilité, ils donnent du sens à long terme. Les présidents de communautés et métropoles confirment dans notre enquête, vous l'avez sous les yeux, qu'ils accordent une importance particulière à cet exercice. Alors il reste pour autant des progrès à accomplir pour aller vers des démarches plus participatives. Nous avons encore beaucoup à faire pour que ces documents stratégiques fassent sens pour un public plus large que les seuls élus. Environ 20% des présidents nous disent être parvenus, plutôt avec succès, à impliquer les habitants dans leurs projets de territoire. Beaucoup d'autres s'y sont essayés sans vraiment y parvenir. Il faut que nous trouvions les bonnes méthodes
Nous aurons des débats sur ce sujet durant nos 2 jours et je crois que la première table ronde va y consacrer quelques échanges. Nous publierons également un guide sur la concertation intercommunale qui devrait vous aider. Un proverbe africain dit « Ce que tu fais pour moi, mais sans moi, tu le fais contre moi ». Il y a du vrai, quelque part. Nous n'impliquerons peut-être pas tout le monde, mais il faut que cela soit possible pour celles et ceux qui le souhaitent. Cet effort demande des méthodes exigeantes, mais aussi d'autres manières de parler des politiques publiques. Il faut finalement retrouver une simplicité de langage. Il faut que nos règles de fonctionnement soient simplifiées, stabilisées, appropriées. Alors nous l'avons vu, l'an passé, à travers notre grand sondage, l'intercommunalité a gagné en notoriété et en visibilité partout en France, mais elle n'est pas encore assez intelligible. Il reste quelques mois pour accomplir des progrès significatifs, faire de nos élections municipales et intercommunales un grand rendez-vous civique. Nos réformes territoriales n'ont jamais été réellement expliquées à nos concitoyens. Nous parlerons dans les prochains mois à nouveau de décentralisation, de déconcentration, de différenciation. Madame la ministre, chère Jacqueline, ça vous parle, les 3D ? Eh bien, est-ce que nos concitoyens arrivent à nous suivre dans cette démarche ? Il y a un enjeu à le faire comprendre aujourd'hui. Nous avons donc adopté hier une résolution pour que les pouvoirs publics nationaux engagent, nous le souhaitons, une vaste campagne nationale d'information sur nos institutions locales et sur nos intercommunalités, leurs compétences, leurs ressources. Le grand débat national a révélé l'intérêt des Français pour ces sujets. Je pense qu'il est temps, avant les élections, d'en faire pédagogie. Alors, nous ne savons pas encore avec précision, alors qu'il est la place que prendra l'intercommunalité dans les futurs scrutins locaux de mars prochain. Nous sommes en revanche certains qu'elle sera plus importante qu'en 2014. Ce n'est pas difficile à cet instant de progresser, tant elle n'était pas lisible à l'époque. Pour la 2e fois, le scrutin fléché se traduira par une élection directe d'une part très importante de conseillers intercommunaux et métropolitains. Il faudra qu'il soit mieux expliqué aux Français, que les candidats fassent connaître leurs ambitions, leurs priorités pour l'intercommunalité. Dans notre sondage de l'an passé, les Français demandaient cela à plus de 90%. Ils veulent de la transparence, ils veulent un langage de vérité. Ils sont pleinement attachés à leur commune de résidence, là où ils dorment et là où ils votent. Mais ils sont de plus en plus mobiles, savent très bien que les questions de développement économique, de transport, de logement, de déchets, d'accès à la santé ou de services publics doivent être traitées à une échelle plus large, l'intercommunalité, à terme les bassins de vie. Le grand public s'aperçoit bien de l'importance croissante des leviers d'action dont disposent nos communautés et métropoles. Il sait très bien que la composition future de leurs exécutifs sera l'un des enjeux des futures élections locales. Les médias et les leaders d'opinion aussi s'en rendent bien compte aujourd'hui. Alors, je vous propose de réfléchir durant nos 2 jours aux moyens de faire mieux connaître l'intercommunalité et surtout de mieux la faire comprendre, la rendre intelligible, comme je disais. Et je vous propose de donner aussi envie à nos concitoyens de s'engager dans les mandats intercommunaux. Nous avons besoin de femmes, de jeunes, de compétences et d'expériences diversifiées. Nous avons besoin de regards originaux, de compétences dans les sujets émergents, que ce soit le numérique, les questions de santé, nos transitions démographiques. On le voit, l'intercommunalité est désormais au cœur des politiques publiques. C'est à son échelle que de nombreux programmes nationaux, régionaux ont vocation à se territorialiser. Des plans climat aux contrats opérationnels de mobilité, des programmes locaux de l'habitat aux contrats de ville, de territoires d'industrie aux contrats de transition écologique, des maisons de France Service aux contrats de santé. Partout, nous appelons à une nouvelle contractualisation et nous la voulons globale avec les territoires. C'est le pacte girondin que nous attendons. Nous avons une opportunité historique pour remettre en cohérence les politiques publiques, les extraire de leurs silos, améliorer leur atterrissage dans les territoires. Le moment est venu de tourner la page des appels à projets et des concours, de la multiplication des agences et des zonages. Il faut retrouver la grammaire du concret. Je crois que le Premier ministre est attaché à ce mot, la grammaire, la prendre ensemble, celle des territoires, et finalement, du contrat territorial, transversal, pluriannuel, global, eh bien finalement ce sera lui le véritable pacte de confiance entre l'État et les collectivités. Et c'est pour préparer ces contrats territoriaux que la création de la nouvelle Agence nationale de
cohésion des territoires a un sens. Sinon, à quoi bon? Il faut que l'État et ses opérateurs se réorganisent et réapprennent, eux aussi, à accompagner les projets de manière coordonnée et simplifiée. Nous avons besoin également de cohérence dans la répartition des responsabilités et de la nature de nos ressources. C'est ce que souhaitait le président de la République à la suite du grand débat. À ce titre, nous ne saisissons pas la logique de la répartition des nouvelles ressources prévues pour remplacer la taxe d'habitation dans les budgets locaux. Pourquoi vouloir faire redescendre toute la taxe foncière aux communes au risque de multiplier les inégalités demain, d'être obligé de recréer une usine à gaz à travers la création d'un COCO, coefficient correcteur, que personne ne va comprendre, et de ne compenser les intercommunalités que par la seule TVA, un impôt sans assiette territoriale, sans assise, sans lien avec le développement économique et l'aménagement, qui évoluera de la même manière que vous développiez ou non votre territoire. Ce n'est pas cohérent. Prenons le temps d'améliorer la réforme sur ce point majeur. Nous avons encore 1 an pour parvenir à un partage intelligent de ces ressources entre communes et intercommunalités. Il faut se poser. Ceci est d'autant plus important que nous entrons dans une nouvelle ère, dans une transformation et une manière de penser nos villes et nos territoires, dans une nouvelle manière d'urbaniser, d'aménager. Partout où s'élaborent les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, nombre de terrains à bâtir sont déclassés. Et c'est tant mieux. L'économie, là aussi, des territoires est en marche. Rendons-la intelligente et ne la remettons pas en concurrence par une fiscalité inappropriée. Nous l'avons vu avec les nouvelles instructions sur le zéro artificialisation nette. Le gouvernement, cher Emmanuel Vargon, voudrait que nous allions encore plus vite et plus loin. Mais ce n'est pas en redescendant 15 milliards de taxes foncières à l'échelle de nos communes que l'on va freiner les concurrences pour accueillir des lotissements ou des zones commerciales, n'est-ce pas? Franchement, soyons cohérents. Il faut veiller à ne pas mettre les intercommunalités devant des arbitrages impossibles. Près de 30% de la taxe foncière provient des entreprises. Veut-on recréer les mêmes rivalités que dans les années 80 avant la taxe professionnelle unique? Je ne crois pas. Alors nous comptons sur vous, mesdames les ministres, pour nous rassurer sur les intentions du gouvernement. Nous avons besoin d'y voir clair. Durant ces 2 journées, nous devons préparer nos prochains mandats et esquisser notre feuille de route. Nous appelons à une grande politique de cohésion des territoires et de transition écologique. Pour terminer, la très bonne nouvelle est que l'investissement public repart à la hausse depuis 2 ans. Selon notre baromètre de la commande publique créé avec nos amis de la Banque des Territoires, nous revenons en cette fin 2019 au niveau de 2013. C'est bien. Nos investissements se verdissent sur les mobilités, les réseaux d'eau, les rénovations énergétiques des bâtiments ou des logements, l'adaptation au changement climatique, la dépollution des friches industrielles, les projets alimentaires territoriaux. Tous ces chantiers sont absolument passionnants. Nous espérons des appuis financiers importants dans le cadre des futurs programmes européens et des contrats de plan. Il faut sortir de l'hiver de l'investissement public en Europe. Le plan de la commission de Juncker, lancé en 2013, n'a eu aucun effet de relance réel. Nous le savons. Nous attendons de la nouvelle Commission européenne un véritable New Deal de l'investissement. Je suis persuadé que nos métropoles et communautés en seront en France les relais majeurs et essentiels de leur mise en œuvre. Nos partenaires de région élaborent également leur Stradet et les règles qui s'imposeront demain à nos propres politiques territoriales. Nous devons absolument co-construire ces documents et ces règles. Le lien entre région et intercommunalité s'est affirmé au cours de ces mandats. Eh bien, nous allons devoir l'approfondir au cours des 6 prochaines années. J'en viens donc aussi à nos priorités économiques. C'est sur ce sujet que nos intercommunalités ont le plus progressé. Les présidentes et présidents le disent clairement dans notre enquête et vous le voyez à l'écran. Nous nous sommes rapprochés des organisations patronales, cher Patrick Martin, des institutions consulaires, des fédérations industrielles. Notre fierté est d'avoir contribué activement au lancement du programme Territoire d'industrie qui implique 500 intercommunalités à ce jour en lien étroit avec les régions. Nous avions appelé ce programme de nos vœux lors de la Convention de Nantes, puis dans notre nouvel appel à un nouveau pacte productif entre territoires et entreprises au printemps 2018. Nous croyons à notre réindustrialisation et à ses effets puissants sur nos systèmes productifs, sur les services qualifiés, la recherche, le design. L'industrie se transforme, se met au service de notre transition écologique, de l'économie circulaire ou de la transition numérique. Elle crée beaucoup de valeur. Elle redonne surtout
une personnalité à nos territoires à travers des savoir-faire, des images de marque, des champions locaux qui redonnent des couleurs au Made in France. Nous y croyons pour nos ruralités, nos agglomérations de taille intermédiaire, mais aussi dans les plus grandes villes où émerge une nouvelle industrie. Ce sera donc pour nous une priorité absolue de conforter cette redynamisation de nos tissus industriels au cours de notre prochain mandat. Alors je voudrais conclure mes propos en vous invitant à prendre durant nos 2 journées un grand bol d'air. Nos congrès sont souvent studieux, mais nous avons aussi nos temps de détente et de convivialité. Nous conjuguons à notre manière l'utile et l'agréable, qu'ils soient ruraux. Je n'ai qu'un souhait à cet instant, que vous puissiez repartir dans vos territoires, qu'ils soient ruraux, urbains, métropolitains ou ultramarins, avec des idées, avec des ambitions renouvelées. Nos études, nos enquêtes, nos ateliers, nos forums et nos conférences, nos temps régionaux sont aujourd'hui et demain là pour vous enrichir, pour que vous puissiez partager. Notre congrès est là pour rappeler la force que nous représentons désormais avec le millier de communautés, de métropoles qui nous font confiance. Il faudra compter sur nous. Nous avons un programme de route et une feuille claire et de plus en plus claire. Merci d'être là et très bon congrès.